Madame Valérie Ginet, nouvelle secrétaire générale de la Fédération des syndicats des personnels de la formation et de l'enseignement privé CFDT, et Madame Nadia Claes-Beck, secrétaire nationale. Mesdames Véronique Cottrell, présidente du syndicat national de l'enseignement chrétien, et Delphine Bouchou, élue au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé. Monsieur Jean-Louis Stalder, président de la Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique. Mesdames Pascal Picole, membre du bureau national de la CGT enseignement privé, élue au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, et Marie Troadec, responsable du premier degré. Nous vous remercions d'être parmi nous cet après-midi. Comme vous le savez certainement, nous avons déjà entendu des représentants de différents réseaux de l'enseignement privé, catholique et non catholique. Et nous avons reçu juste avant vous les représentants des personnels de direction. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale et qu'elle y sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions et de réponses. Je vous poserai des questions liminaires, puis les rapporteurs, M. Vanier, Mme Spilbou, vous poseront leurs questions. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées dans le cadre de travaux d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à lever la main droite chacun à votre tour et à dire « je le jure » en ouvrant le micro et en le fermant. On va commencer par madame Ginet. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Il faut éteindre votre micro. Voilà, très bien. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Bien, je vous remercie. Alors, mes deux premières questions seront les suivantes. Quel est le rôle de vos organisations dans la prévention des différentes formes de violence, physique, psychologique, sexuelle, discrimination, etc. Donc, quel est le rôle de vos organisations, bien sûr, dans la prévention à l'école des différentes formes de violence? La seconde question, les personnels enseignants et non enseignants des établissements privés reçoivent-ils une formation qui vous semble suffisante pour repérer et réagir face aux violences? Et sinon, quelles recommandations donneriez-vous? Je vous laisse la parole. Madame Ginet, si vous voulez commencer. Merci. Permettez-moi d'abord de commencer par dire que les récents cas nombreux de violences révélés dans les établissements privés nous interpellent en tant qu'organisation syndicale et nous désolent. Nous voulons que toute la vérité soit faite, que les victimes soient écoutées, que les crimes soient dénoncés. De tels agissements ne doivent plus être possibles dans une école que nous voulons plus étroitement associée au service public d'éducation, comme le définit le contrat d'association. Le caractère propre ne doit plus être un prétexte à s'écarter de cette mission. Les établissements privés doivent retrouver leur place légitime dans le service public d'éducation. En ce qui concerne votre question, le rôle de nos organisations dans la prévention des différentes formes de violence, déjà, on va dire qu'on revendique des programmes qui visent à traiter les compétences psychosociales, psycho-émotionnelles, les programmes d'EVARS notamment, mais nous revendiquons également ces dispositifs avec un temps et des moyens dédiés, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Nous demandons le même traitement des violences dans le privé et le public, c'est-à-dire que Phare et Brisons le silence, pour nous, doit remplacer le projet 3PF ou Boussole partout dans les établissements. Nous revendiquons également des instances de dialogue et de concertation et le respect de la présence syndicale dans les structures. Et puis, le rôle de nos organisations aussi, c'est d'informer nos équipes, puisque, par exemple, il y a une nouvelle procédure de lanceur d'alerte définie par l'arrêté du 7 février 2025
Et puis aussi d'être d'accord avec tous les contrôles d'établissement. On peut dire également que dans les établissements, les personnels, c'est-à-dire que non seulement les enseignants, mais aussi tous les personnels de vie scolaire et même les personnels qui s'occupent du ménage et tout ça, ne sont pas formés. L'information est insuffisante. En formation, la formation initiale ne spécifie pas de formation sur les violences, et également dans la formation continue, c'est sur la base du volontariat et c'est pas du tout généralisé. Et nous, ce que nous préconisons, c'est l'intégration, déjà, en formation initiale, de modules contre le harcèlement et contre les discriminations et contre les violences. La formation doit être au cœur des dispositifs. Pour nous également, le fait d'enseigner les VAR, ça permet aux enfants eux-mêmes de savoir ce à quoi ils vont être confrontés et de pouvoir se défendre de ça. Donc il y a l'émancipation des enfants, l'écoute des enfants, et puis la formation des enseignants et de tous les personnels dans les établissements. Je vous remercie. Madame Cotterelle ou Madame Bouchou. Oui, donc le SNEC CFTC souhaite dire qu'il condamne bien évidemment tous ces faits de violence en milieu scolaire. La protection des jeunes doit être une priorité commune à tous les établissements, quel que soit leur statut ou leur réseau. Notre organisation syndicale représente l'ensemble des maîtres et des salariés de droit privé. Aujourd'hui, nous portons aussi leur voix, et je tiens à signaler que nos collègues sont quand même abasourdis par toutes ces accusations, ces déferlements d'affaires. Alors, nous ne nions pas ces affaires, mais nos collègues ne se reconnaissent pas à travers tout ce qui est dit aujourd'hui. Ne faisons pas d'amalgame. Et lorsque je dis ça, entre le passé et le présent, lorsque je le dis, j'ai une pensée toute particulière à nos collègues de Boramo, ex-Betaram, qui, depuis 14 mois, subissent des pressions médiatiques et pour la plupart d'entre eux, n'exerçaient pas à l'époque des faits. Et c'est sur ce point-là que nous tenions à insister. Alors oui, il y a des dysfonctionnements, on ne le nie pas. Et le SNEC CFTC est pour la transparence, le SNEC CFTC est pour le renforcement des contrôles, et nous sommes bien entendu pour l'amélioration des procédures de dénonciation pour se rapprocher du risque zéro. Mais nous savons pertinemment que le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Alors, pour répondre à vos deux questions, un syndicat, c'est une organisation qui se préoccupe surtout des travailleurs. Donc, nous accompagnons nos collègues lorsqu'ils vont nous interpeller. Nous allons les conseiller, les accompagner. Mais la responsabilité de la prévention revient en premier lieu au chef d'établissement, qui est là, qui est garant de la sécurité et le bien-être des élèves et de ses personnels. Tout comme la prévention revient aussi à l'État. Je rappelle que nous sommes des agents de droit public. Pour la seconde question concernant les enseignants, est-ce qu'ils sont suffisamment formés, le personnel privé? Eh bien, à notre sens, non. Nous ne sommes pas suffisamment formés à tous ces types de violences. Et il y a aussi toute une succession d'informations qui arrivent du ministère, et je vous avoue qu'il est difficile pour nos collègues de s'y retrouver. C'est un empilement, une succession de données. Alors, est-ce qu'on aurait des recommandations, puisque dans cette question, il en était question? Eh bien, nous proposons, en tant que le SNEC CFTC, en tout cas, au moins de remettre à chaque enseignant un vade-mecum avec des fiches techniques mentionnant toutes les procédures à suivre dès l'instant qu'on a obtenu le concours ou le contrat. Ça, nous ne l'avons pas. Nos collègues sont perdus par rapport à ça. Et puis, proposer peut-être aussi des formations continues. Hein, si le présentiel est compliqué, eh bien, il existe des e-formations. Ça serait peut-être à réfléchir. Et également, il faut que l'on propose des formations au personnel de droit privé. Voilà ce que le SNEC CFTC peut dire sur ce point. Quand vous parlez de fiches techniques ou de vade-mecum, vous parlez de fiches techniques
expliquant les procédures en cas de, par exemple, comment déposer plainte ou comment faire remonter l'information, ou il y a autre chose? Oui, notamment ce point-là. Par exemple, il y a le lanceur d'alerte, décret de 2022. Je mets au défi combien de collègues connaissent cette procédure. Interrogez les enseignants, vous serez surpris. Je vous remercie. Madame Bouchon, vous voulez rajouter quelque chose? Bouchou, pardon. Juste pour compléter, effectivement, on note qu'il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition par l'Éducation nationale. On regrette cependant que ces outils n'arrivent pas dans nos établissements privés. Il n'y a pas un affichage institutionnel sur des protocoles ou sur des alertes potentielles lorsque l'on est témoin de faits de violence dans nos établissements scolaires. Ça, c'est un regret. Donc, pour compléter la question, effectivement, la formation, oui, elle manque. L'information aussi manque. Et le rôle d'un syndicat à ce moment-là, c'est de se faire le relais de l'information institutionnelle, très clairement. Monsieur Stalder. Alors, concernant le SPELC, je vais reprendre certains points qui ont été dits, mais effectivement, tout d'abord, concernant nos collègues de Boramo, ils sont cibles, on va dire, d'attaque, communiqué de presse, etc. Et la pression qu'ils ressentent, effectivement, nécessite de clarifier la situation sur la nécessité absolue de ne pas faire d'amalgame, comme cela a été dit, entre le présent et entre le passé. Après, le SPELC condamne toute forme de violence, qu'elle soit subie par les élèves, qu'elle soit subie par les enseignants, le personnel de droit privé. La violence n'a pas place dans nos établissements. Concernant le rôle de notre organisation, c'est évidemment d'être au plus proche du terrain, notamment par nos délégués syndicaux et nos élus CSE, pour, lorsqu'un problème survient, l'identifier et puis participer à son signalement et, si besoin, agir, que ce soit au niveau du CSE, que ce soit au niveau du service juridique de notre fédération, qui est à même de donner les conseils nécessaires sur les procédures à mener. Donc, concernant la formation, il est clair que la formation est tout à fait insuffisante. Elle est insuffisante au niveau du personnel, elle est insuffisante salariée, elle est insuffisante au niveau des enseignants. Et effectivement, la formation pour lutter contre la violence et comment réagir face à une telle situation devrait être intégrée dans la réforme de la formation initiale des maîtres. Ça paraît être une nécessité. Et puis, nous pensons également que les chefs d'établissement devraient être également formés sur ces points, afin qu'ils soient sensibilisés et puis formés aussi aux méthodes de management pour avoir un management participatif. Et enfin, la formation et la prévention doivent être les maîtres mots pour répondre à cette problématique. Merci, monsieur. Nous passons à madame Picole pour la CGT. Pour la CGT. Les violences qui ont enfin été écoutées, Les violences qui ont été enfin écoutées ces derniers mois doivent être reconnues et cesser. Tout doit être fait pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Plus jamais, ça est essentiel.
Alors afin que notre expérience militante soit confortée par d'autres éléments, nous avons procédé à la diffusion d'un questionnaire. On a environ eu 600 questions, donc vraiment spécialement pour cette audition, et on tient à votre disposition, si vous le souhaitez, les réponses à ce questionnaire qui sont relativement éclairantes par rapport au personnel de l'enseignement privé sous contrat. Alors, pour la première question, le rôle de notre organisation, on fait partie d'un grand syndicat qui s'appelle la CGT, et les valeurs de notre organisation syndicale sont celles et nos revendications, celles d'obtenir un service public d'éducation laïque, de qualité, accessible à toutes et à tous, quel que soit le parcours, l'identité et le milieu social. Nous sommes aussi un syndicat interprofessionnel, ce qui fait que nous sommes en contact notamment avec tous nos camarades de la protection de l'enfance, de la justice pour mineurs, des services publics hospitaliers, notamment de la pédopsychiatrie, avec dernière actualités sur l'Académie de Nantes, autant de collectifs de travail qui sont liés au sujet des violences et qui aujourd'hui pâtissent fortement de la dégradation de leurs conditions de travail. Ensuite, on a une approche CGT de la laïcité qui permet à chaque enfant de suivre une scolarité sans pression ni violence. C'est ce que nous revendiquons très fortement au sein de notre fédération, la FERC CGT. Et puis, à côté de ça, on met en place des formations spécifiques qui sont celles liées au VSS. On a une cellule de veille interne à notre organisation syndicale par rapport aux discriminations, par rapport notamment aux discriminations liées au genre, à l'orientation sexuelle, contre le racisme sous toutes ses formes, autant d'éléments qui peuvent être génératrices de violences au sein des établissements. Et puis par rapport à notre travail en intersyndical, on fait partie du collectif intersyndical de lutte contre les LGBTI-phobies en milieu scolaire et universitaire, qui est reçu au niveau rectorat et au niveau ministère surtout, avec des syndicats de l'enseignement public et privé, certaines organisations qui sont ici en font partie, la FCPE et puis des organisations de jeunesse. On trouve que le travail public-privé ensemble est extrêmement important pour parler de tous les problèmes de l'éducation nationale. Dans le cadre aussi, on a des cellules aussi dans le cadre de veille sur les groupes d'extrême droite dans l'éducation. Donc tous les groupes liés aux parents vigilants, Maman Loup, Parents en colère, SOS Éducation, et via nos collectifs syndicaux et intersyndicaux, et notamment donc l'association Visa. Plus localement et dans le cadre de l'accompagnement des collègues aussi, on met en place des procédures syndicales qui sont bien différentes de celles qu'on observe dans l'enseignement privé catholique. Ça nous permet de mettre en œuvre des réponses collectives face à des violences qui sont plutôt tournées sur les personnels. On recueille la parole, on attache une importance à l'écoute de nos collègues, on préconise des démarches écrites, on conseille sur leur protection, la nécessité de construire des dossiers solides. On s'appuie toujours sur les textes réglementaires. Et ça nous permet d'être plus actifs face à ces violences. Pour ce qui est de la deuxième question, qui est liée à la formation et l'information, est-ce qu'il y a suffisamment de formation-information? La réponse est clairement non, et c'est ce qui explique que cette omerta peut continuer à exister parce qu'il y a un manque d'information et un manque de formation. Le manque d'information d'abord, on regrette qu'il n'y ait pas de campagne claire sur l'état actuel des études sur les violences sur enfants. Après les rapports de la CIVIS, de la SIAZ, il y a tout plein de travail qui sont faits sur les violences éducatives ordinaires, les violences intrafamiliales, l'inceste, la pédocriminalité, les violences patriarcales en général. On en est quand même très très peu informé au sein de l'enseignement privé sous contrat et l'éducation en général d'ailleurs, mais enseignement privé sous contrat plus particulièrement. Tout personnel de l'éducation nationale devrait démarrer sa carrière en maîtrisant ses données de base. Deuxième élément, par rapport, donc, au-delà de l'information, la formation, c'est pas suffisant. La gestion du harcèlement entre élèves, ça commence à devenir quelque chose de plus connu. Mais pour ce qui est des violences d'adultes sur les enfants, c'est vraiment encore un chantier qui est à baliser et à entretenir. On regrette que les enseignants, les AESH, comme les salariés de droit privé, et ça nous inquiète parce que les salariés de droit privé, on les oublie très souvent dans les histoires de formation, soient formés dans de bonnes conditions, que ce soit en formation initiale avant de prendre le poste. Elles doivent être transversales au cursus des enseignants, on doit avoir tous les éléments, et puis en formation continue également.
Elles doivent être traitées tout au long de la carrière. Il faut des remises à niveau, des remises à jour, et qu'elles soient construites par les personnels eux-mêmes, parce que c'est eux qui savent comment on travaille dans les établissements. Merci. Nous allons passer aux questions des rapporteurs. Ah, allez-y, je vous en prie, madame. Nous demandons des formations massives et régulières communes avec le public et des intervenants agréés par l'éducation nationale et non par l'enseignement catholique. Tout doit être, selon nous, harmonisé, mutualisé. Nous demandons régulièrement dans nos instances, donc les CCMMEP, au niveau des rectorats aussi, à ce que notre administration exerce une vigilance très particulière sur les fiches repères du SGEC, par exemple sur les modules d'anthropologie chrétienne qui peuvent avoir lieu au sein des ISFEC. Nous sommes par exemple très inquiets là, des fiches qu'ils vont pouvoir faire consacrées à la mise en œuvre de l'EVARS. Donc face à ça, on demande à notre administration de vraiment pas laisser faire et de ne pas être dans un perpétuel étonnement non plus sur nos situations. Nous demandons à ce que l'enseignement catholique ne s'affranchisse plus des règles et à ce que le ministère nous le garantisse maintenant et aussi dans le futur. L'enseignement catholique s'affranchit des règles sur beaucoup de circulaires et de décrets, donc au niveau des élèves trans, au niveau de la charte sur la laïcité, au niveau de la vaccination contre le papillomavirus, au niveau, donc on a parlé de l'EVARS, même s'ils ont dit qu'ils feraient l'inverse. Au niveau du plan boussole aussi, au lieu de phare, des formations. Et pour résumer, dans l'urgence, on demande une formation publique-privée accessible au personnel de droit public, à ESH et au personnel de droit privé. Et en attendant le retour, un système de formation commune. Merci. On passe aux questions des rapporteurs. Madame Spilbou. Merci pour ce premier tour de table déjà très riche dans les propositions et les revendications de vos organisations. Je tiens à m'excuser, je partirai à 17h comme c'était prévu. C'est nous qui étions en retard, hein, mais j'ai une contrainte personnelle assez importante. En revanche, on terminera, je crois, à 17h15, donc ça risque d'être un peu frustrant pour tout vous dire. Mais on le sait, vous êtes bien organisés, vous aurez des contributions écrites, vous pourrez nous envoyer des documents qu'on va vous demander. Les questionnaires nous intéressent et vous l'avez vu, nous faisons un travail sérieux avec les administrateurs de l'Assemblée pour prendre en compte l'ensemble des points d'alerte. Donc là, on va faire sortir quelques points en particulier que nous voulons vous questionner. Un petit préambule aussi par rapport à la situation des personnels enseignants salariés au Collège Boramo et à leur exposition et leur surexposition médiatique. D'abord pour vous dire que nous sommes très sensibles et que nous ne faisons pas, nous, l'amalgame entre des personnes qui ont été auteurs ou qui sont mises en cause sur des violences psychologiques, physiques ou sexuelles et l'écrasante majorité des personnels de l'enseignement privé et qui font leur travail éducatif avec bienveillance et grand engagement. Donc c'est important, votre rappel, on y est sensible. Et puis vous rappelez aussi que nous ne parlons pas que de faits passés dans la commission d'enquête. Cette commission d'enquête, elle fait lever le voile sur beaucoup de personnes qui prennent la parole et qui la libèrent aujourd'hui, y compris sur des faits actuels et présents qui nous sont révélés. Nous faisons de nombreux articles 40 chaque jour à ce sujet. Donc il faut aussi regarder la réalité d'aujourd'hui avec lucidité, même si c'est peut-être pas la même chose et le même contexte que les années 60 à 2000. Et puis, dernière chose, nous sommes très attentifs avec mon co-rapporteur Paul Vannier à la libération de la parole et à la protection des lanceurs d'alerte. Dans les 3 cas des visites sur pièce et sur place que nous avons fait dans les établissements où il y avait eu de la violence systémique, ce sont des femmes qui étaient lanceuses d'alerte. Elles ont eu toute leur carrière ralentie, voire brisée, parce qu'elles ont osé parler. Elles ont eu le courage de parler. Nous avons échangé avec chacune d'entre elles et elles sont finalement le témoignage et l'exemple de bien d'autres personnes qui parfois n'ont pas pu être entendues ou soutenues ou qui ont dû abandonner en raison de pression. Et donc ce sujet-là va être au cœur aussi de la commission d'enquête, l'est déjà. Et donc c'est sur cette question-là que je vais vous poser pour commencer directement. C'est que, à votre avis, un signalement doit-il nécessairement emprunter la voie hiérarchique interne à l'éducation nationale? Selon quelle modalité? Existe-t-il aujourd'hui des filtres entre la personne qui souhaite signaler les faits? On parle bien de violences commises par des adultes sur des enfants, hein, dans notre cas. Donc, existe-t-il des filtres entre la personne souhaitant signaler les faits et l'éducation nationale ou la justice?
Et comment, vous, dans vos organisations, accompagnez-vous ce sujet de l'efficacité du signalement et de son suivi? Merci. Alors, on va commencer par Madame Ginet. Allez-y, on va faire dans l'ordre. Oui, les signalements, en fait, on en reçoit, enfin, on en accueille certains. Ils sont censés être toujours faits selon la voie hiérarchique, d'accord ? Ce qui fait que il faut toujours en passer par le chef d'établissement, ce qui est une chose normale, mais voilà, ça peut aussi empêcher certaines personnes de faire des signalements, parce que ça veut dire aussi, vous l'avez dit, s'exposer. Ça veut dire aussi courir soi-même un danger, parce que ça n'est pas toujours bien vu et bien compris. Certains établissements fonctionnent selon un modèle très patriarcal, on va dire, où c'est pas forcément bien vu de mettre en question la réputation de l'établissement, de remettre en question certaines personnes. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de signalement systématique, parce que faire un signalement, c'est souvent très coûteux. Et parce que aussi, il y a beaucoup dans l'enseignement privé, plus que dans l'enseignement public, de personnel précaire, de maîtres délégués, que même si on voit au niveau des personnels de droit privé, il y a beaucoup de turnover. Et donc, voilà. Donc, je pense que ça, c'est un frein à de réels signalements. Pour nous, s'il y avait une procédure, si la procédure fait établissement était effective, c'est-à-dire que les signalements allaient directement de l'établissement au rectorat, ce serait facilitant, parce qu'il y aurait obligation de faire ce signalement. Ça ne passerait plus par les chefs d'établissement, qui souvent se réfèrent aux diocèses. Et les diocèses, il y en a qui se comportent très bien. À Saint-Nazaire, par exemple, récemment, il y a eu une affaire mettant en cause le directeur. Il a tout de suite été suspendu à titre conservatoire. Dans d'autres diocèses, on invoque la présomption d'innocence pour ne rien faire, alors que dans le temps, il peut y avoir des dangers pour les enfants. Donc voilà la situation. En fait, c'est pour ça qu'on aimerait qu'il y ait une sorte d'automatisation, que chacun puisse se servir de ce protocole fait établissement pour pouvoir faire des signalements, sachant aussi qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose au bout du signalement. Parce qu'on a entendu le ministère ramer pour dire c'est quoi le suivi des affaires qu'on signale. C'est pas forcément évident. Donc que ce soit en direct, et puis ensuite qu'il y ait un suivi derrière. C'est notre préconisation. Merci. Nous passons à Madame Cottrell ou à Madame Bouchou. Allez-y, Madame Bouchou. Alors j'ai envie de dire qu'en fait cette question elle est primordiale, elle est à notre sens au cœur du sujet. En fait, la loi impose que dès lors qu'on est informé d'un fait de violence, on doit s'en référer aux autorités compétentes. Alors d'un premier niveau rectoral, voire de justice. Ce qu'on constate dans la réalité, c'est que ces situations sont d'abord gérées en interne. Alors, pourquoi elles sont gérées en interne ? C'est peut-être pour éviter le scandale public, dire que chez nous, ça n'existe pas. Et je pense que c'est là qu'il y a que nos structures font une erreur. C'est qu'en fait, ça existe chez nous comme ailleurs, comme dans une école publique, comme dans une association sportive, comme dans la cellule intrafamiliale. Et il ne faut pas le nier. Et je pense que c'est précisément en niant ces faits qu'on exacerbe le problème, et précisément
l'image qu'on voudrait préserver de nos établissements. Alors, effectivement, il y a cette voie hiérarchique qui, chez nous, commence par le chef d'établissement, bien évidemment. Elle est privilégiée, cette voie hiérarchique, parce qu'il y a aussi ce principe de subsidiarité qui est voulu par les chefs d'établissement et par l'enseignement privé. Ce principe de subsidiarité, je précise quand même que parfois il peut arranger aussi les services du rectorat, hein. Il faut le dire aussi. Mais au nom de ce principe de subsidiarité, on se dit que le chef d'établissement va et doit tout gérer. Sauf qu'il est lui-même confronté à l'image qu'il ne veut pas donner de son établissement. Donc à partir de là, ça ne veut pas dire que les personnels qui travaillent dans les établissements privés n'ont pas envie de faire toute la lumière sur les problèmes. C'est pas ça du tout. C'est juste qu'ils peuvent avoir peur des pressions qu'ils pourraient subir s'ils parlaient, ou si l'affaire dont ils ont été témoins ou qui leur a été rapportée pouvait sortir des murs de l'établissement. Donc, l'idée qu'on voudrait, en tant que chef d'établissement, traiter en interne, peut-être pour aller plus vite, peut-être pour être plus proche du terrain, pour être sur le local, finalement, elle peut avoir vocation à minimiser la situation, retarder des délais de transmission de l'information, voire même étouffer les situations. Et en fait, pour nous, c'est précisément là le cœur du problème. C'est qu'il ne doit plus y avoir ce filtre entre les personnels enseignants ou non enseignants et les autorités compétentes qui doivent prendre ce problème et cette situation et la gérer à bras-le-corps. En fait, pour nous, vraiment, le problème, il est là. Et le filtre hiérarchique, effectivement, c'est un problème pour nous sur les contrôles comme sur les violences. Merci. Nous passons à Monsieur Stalder. Alors, effectivement, le traitement du signalement est une problématique importante sur laquelle il faut se pencher. Il est vrai que le réflexe pour faire un signalement, c'est de passer par la voie hiérarchique, c'est-à-dire de passer par le chef d'établissement. Mais il y a des dispositifs qui permettent d'outrepasser cette voie hiérarchique. Aucune obligation n'impose à qui que ce soit de faire le signalement au chef d'établissement. Donc, c'est peut-être un défaut, là aussi, d'information et de formation. C'est-à-dire que concrètement, des numéros que je ne connais pas par cœur, mais comme le 119, il me semble, pour l'enfance en danger, ou le 18, enfin pas le 18, un autre numéro pour le 118. Voilà, 118, 119 et donc 118 pour les problématiques de harcèlement, donc permet de signaler directement par voie téléphonique. Ensuite, il y a aussi la possibilité de faire les signalements directement à l'administration, au rectorat ou à la DSDN, suivant qu'on soit second ou premier degré, en lançant une alerte par lettre recommandée avec accusé de réception. Et puis, il y a l'article 40 du Code de procédure pénale qui permet de faire directement un signalement au procureur, qui oblige même de faire un signalement directement au procureur de la République lorsque l'on a connaissance d'un délit. Donc, il serait important de former et d'informer sur ces dispositifs pour faire comprendre aux personnes qu'il n'y a pas que la voix du chef d'établissement
pour faire le signalement. Et puis l'autre problème est sur la façon dont ces signalements sont traités. C'est-à-dire que lorsqu'un droit d'alerte arrive directement au rectorat, eh bien, ce droit d'alerte, il n'est pas forcément toujours pris en compte et pas forcément toujours traité. Et là aussi, il serait nécessaire que lorsque l'administration reçoit une alerte venant des établissements privés sous contrat, qu'elle la prenne en compte, qu'elle la traite, qu'elle ouvre une enquête administrative pour vérifier les faits, ce qui malheureusement n'est pas toujours fait, parce que, si vous voulez, il n'est pas. Nous avons alerté le ministère sur ce point, sur le fait que l'obligation de résultats en matière de sécurité et conditions de travail de l'ensemble du personnel, y compris également des élèves, elle pèse à la fois sur les chefs d'établissement, mais elle pèse aussi à la fois sur le rectorat. Et il y a un décret qui traite de la sécurité et des conditions de travail, de l'hygiène dans les établissements publics, donc avec des CHSCT académiques et départementaux qui doivent recueillir les alertes sur un registre et les traiter, mais ce décret ne s'applique pas à l'enseignement privé sous contrat. Donc, ce qui fait que quand l'administration, le rectorat reçoit un droit d'alerte, eh bien, il n'est pas suffisamment pris en compte, voire pas du tout. Et nous avons demandé donc au ministère de bien vouloir clarifier ce point et soit de mettre en place un décret de transposition ou soit faire évoluer le texte, peu importe, avoir une analyse juridique. Et d'ailleurs, le ministère nous a demandé au SPEC de faire une analyse juridique dans ce sens pour savoir quelles sont les portes que nous pourrions ouvrir pour faire évoluer cette situation. Oui, donc Madame Picol. Alors, on a peu de temps et en effet, la situation est complexe. Lorsqu'on a posé la question, enfin, dans notre sondage questionnaire, de savoir comment est-ce qu'un professeur, un personnel, un salarié réagit lorsqu'il a écho de quelque chose qui se passe. Il y a plusieurs éléments qui mettent en avant. C'est d'abord l'isolement, un fort isolement. Alors, très souvent, notre administration parle de l'article 40, qu'il faut que nous utilisions à tout prix, histoire de passer outre parfois le chef d'établissement. Sauf que l'article 40, ça met en avant une personne. Et en fait, lorsqu'on est dans quelque chose qui est systémique, c'est très compliqué. Le deuxième élément, donc, une fois l'isolement pointé, le deuxième élément, c'est qu'il y a une forte peur, en fait, des collègues qui disent qu'ils ont peur des retombées. La communauté de travail va souvent dire « Oh là là, vous vous rendez compte un peu, on va perdre des élèves à cause de ce que tu viens de dire, c'est pas si grave. » Voilà, et il y a une forme de désarroi. Que faire par rapport à tout ça lorsqu'on est dans ces situations de ce type? Donc, à la question « Est-ce qu'il faut utiliser le système hiérarchique ?» nous, on a plutôt tendance à dire qu'il faut que le traitement soit fait en équipe au sein des établissements, histoire que la remontée ne se fasse pas d'une manière isolée. Et une fois que les choses sont perçues, que la remontée se fasse, mais une remontée vraiment vers l'administration, c'est-à-dire les DSDN et les rectorats. On craint, parce qu'on a entendu M. Delorme ici même qui en a parlé, qui a parlé d'un décret et qui parlait de faits établissements qui remonteraient au DDEC. Pour nous, c'est vraiment pas la solution à faire. Les fois où les DDEC sont intervenus, elles ont mis vraiment le couvercle sur l'histoire, et c'est pareil pour les tutelles congréganistes, hein. C'est vraiment leur rôle. Et en contrepartie, quelle est leur obligation légale? C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir qui est évident, mais est-ce qu'on peut leur opposer? Est-ce qu'on peut s'opposer à eux réglementairement? Est-ce qu'on peut leur dire « mais vous n'avez pas pris vos responsabilités ?» En fait, c'est compliqué. Ils n'ont pas un statut juridique qui nous permet à nous de nous retourner contre eux. Voilà. Si jamais ça se passe mal, eh ben, c'est la faute du chef d'établissement ou c'est la faute du personnel, mais ce n'est pas la faute de l'enseignement catholique parce qu'ils n'ont pas de fonction juridique qui existe. Donc ce que nous on demande, c'est un protocole clair qui est celui du privé comme celui du public, qui n'y ait pas de différence entre les deux, surtout pas de différence, le plus sécurisant possible. Vous avez parlé des lanceurs d'alerte, c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on reste seul dans les démarches, que les personnels puissent avoir un soutien.
syndicale, évidemment. L'organisation syndicale, elle est là pour ça aussi, hein, pour soutenir les lanceurs d'alerte et pour soutenir les démarches qu'ils font, mais aussi un soutien juridique, un soutien psychologique, un soutien administratif. Avec tout ça, on devrait pouvoir réussir à faire en sorte que les différents verrous, c'est-à-dire l'isolement, la peur et le désarroi face à qu'est-ce qu'il faut faire, puissent sauter et que les choses soient bien dites. Vous parliez aussi, je ne sais pas jusqu'où on allait, est-ce qu'on a connaissance des signalements? Non, Bref, les remontées et les alertes, s'il vous plaît, plutôt attention aux chefs d'établissement, aux DDEC, qui ne vont pas aller forcément dans le bon sens, surtout qu'ils ne sont pas formés, et les pressions qu'on voit s'organiser, et les sous-effectifs dans l'administration aussi, parce qu'il faut mettre ça en avant. Au niveau des rectorats, il y a un turnover de folie, et en plus, ils connaissent mal nos métiers. Et l'administration, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de monde, ils sont parfois intéressés que ce soit l'enseignement catholique qui fasse le travail. Merci beaucoup pour vos éclairages qui sont précis, qui nous permettent de bien comprendre les mécanismes et de pointer le cœur du problème et qui apportent des premières pistes de préconisation pour nous et voilà, qui peuvent nous permettre de nous projeter aussi vers la fin de notre travail. J'ai plusieurs questions, mais d'abord, je voudrais revenir sur une forme de constat. Il y a un décalage très grand entre ce que vous nous avez dit et ce que les chefs d'établissement nous ont indiqué il y a une heure. C'est-à-dire que nous leur avons demandé si ils pouvaient rencontrer du côté de leur tutelle diocésaine et congrégationniste des résistances au moment où, saisis de faits de violence, ils s'interrogent sur la façon de saisir des autorités judiciaires ou rectorales. Et de façon unanime, les représentants des organisations de chefs d'établissement nous ont indiqué qu'il n'y avait jamais eu la moindre difficulté. Or, vous nous avez décrit des situations dans lesquelles certains diocèses, pas tous, avez-vous précisé, mais peuvent, au nom du principe de présomption d'innocence, qui est un principe bien sûr essentiel, mais justifier de ce principe pour, au fond, taire la diffusion d'une information avec des enjeux réputationnels qui sont sans doute au cœur de réflexes qui sont de très mauvais réflexes et qui peuvent entretenir une forme d'omerta, mettre des élèves en danger. Donc j'aimerais que vous creusiez, si c'est possible, ce type de situation. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez rencontré des cas? Est-ce que certains de vos syndiqués vous ont remonté des situations dans lesquelles des faits de violence qu'ils auraient pu transmettre par la voie hiérarchique à leur chef d'établissement n'avaient pas pu être transmis à d'autres niveaux en raison d'une intervention diocésaine ou congrégationniste? Et de la même façon, pour comprendre comment ces remontées se font, certains d'entre vous ont insisté sur la nécessité de remonter dans la voie hiérarchique les signalements. Mais d'autres ont rappelé l'obligation qui, en principe, prévaut, celle de l'article 40. Et l'article 40 peut être assumé sans qu'une communication par la voie hiérarchique, parallèlement, soit opérée. Donc, évoquer les enjeux de formation initiale. Est-ce que dans la formation initiale des enseignants du privé, il y a des enjeux, des moments qui sont prévus et qui rappellent l'obligation, puisque vous êtes des agents publics, vous l'avez dit, qui est celle de l'article 40. Est-ce que dans la formation continue, ces éléments sont rappelés? Est-ce que vous-même, comme organisation syndicale, certains, je crois, l'ont déjà dit, mais vous préciser, rappeler la nécessité de faire article 40, même quand il y a, ou y compris s'il n'y a pas signalement à la voie hiérarchique. Pardon, je donne toutes mes questions, parce que comme le temps nous passe, vous pourrez choisir dans vos réponses et aller à l'essentiel. Et puis, j'en ai sans doute une dernière, parce que vous avez rappelé la position des maîtres délégués, qui sont les contractuels de l'éducation nationale, mais qui sont beaucoup plus nombreux, 20%, il me semble, avec un statut très particulier et une dépendance renforcée vis-à-vis du chef d'établissement. Le chef d'établissement vous choisit, ce qui vous place dans une situation très particulière, et peut-être là, il y a un niveau de filtre déjà, mais pour les maîtres contractuels, c'est encore plus difficile, puisque leur contrat arrivant à échéance, ils peuvent ne pas être renouvelés. Les concernant, et eu égard au fait qu'ils représentent une proportion importante des personnels enseignants des établissements privés sous contrat, avez-vous des préconisations à faire pour mieux les protéger, dans l'hypothèse où ils seraient, eux aussi, elles aussi, des lanceurs d'alerte? Alors, ce que je voudrais dire là, c'est qu'en fait, il y a les faits de violence physique, de violence sexuelle qui sont inadmissibles, mais il y a aussi des faits de violence psychologique, de violence institutionnelle, et pour nous, il y a un continuum entre toutes ces violences, et même si on n'est pas
tous les jours interpellés par des violences physiques ou sexuelles sur enfants. En revanche, on est interpellé très souvent, trop souvent, sur un climat d'établissement qui nuit au bien-être des élèves et des enseignants. Et je pense que ce sont ces signaux faibles aussi qu'il faut détecter dans les contrôles d'établissement, parce que dans les établissements où il y a un bon climat social, où tout le monde se parle, où les équipes travaillent ensemble, en général, ces faits soit ne se passent pas, soit sont signalés et remontés, et ça marche normalement. Mais dans les établissements dans lesquels il y a des dysfonctionnements majeurs, au niveau du dialogue social, quand il y a une crainte du chef d'établissement, quand il y a la stigmatisation de certains enseignants, quand il y a, par exemple, quand on fait venir, quand on autorise des associations homophobes à intervenir dans les établissements, voilà, quand il y a un degré de nuisance suffisant, voilà, c'est à ça qu'il faut s'attaquer, me semble-t-il, aussi dans ces contrôles, c'est aux signaux faibles d'une violence de l'institution. L'écart que vous voyez peut-être entre nos déclarations et celles des chefs d'établissement, c'est que voilà, nous, on est sur le terrain et on voit des situations à plusieurs endroits, mais c'est vrai que ce ne sont pas tous les établissements qui sont comme ça, et il y a j'en connais des établissements où ça se passe bien et où la violence n'est pas systémique. On peut voir aussi à l'aune de l'actualité que même dans des établissements tranquilles où tout se passe bien, la violence peut surgir de manière inattendue, et parce qu'il faut aussi que les établissements privés soient contrôlés et soient, je dirais, aidés au niveau de tout ce qui est santé scolaire, santé mentale. Je veux dire, les établissements privés ne sont pas différemment exposés aux problèmes de notre société. Et ça, il faut aussi qu'il y ait cette prise de conscience-là, qu'il n'y a pas de clivage entre le public et le privé. Et la façon d'améliorer les choses dans les établissements privés, je pense que la transparence, ça peut être une bonne chose. Oui, allez-y, madame. Je pense que vous ne m'entendez pas là. Si, voilà. Juste une petite chose. La particularité de l'enseignement privé sous contrat, c'est que tout se fait sous couvert du chef d'établissement. C'est la formule qui est utilisée. Et donc, ça semble être pour les enseignants un passage obligé. Donc, un premier filtre. Et c'est difficile d'aller au-dessus de ce premier filtre. Donc, quand les collègues passent par les organisations syndicales, on peut les orienter directement sur l'administration. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc, ce que je voulais également ajouter, c'est que cet article 40, il est totalement méconnu. Donc, je pense qu'il y a une première information à faire auprès de l'ensemble des personnels, c'est le rappel de cet article 40. Oui, donc moi je voudrais rebondir par rapport à ce que a dit ma collègue Madame Ginet. Par rapport, nous avons une particularité dans l'enseignement, dans les établissements privés. Nous avons une instance de dialogue qui s'appelle le CSE. Et lors des contrôles, notamment, les élus ne sont pas écoutés, enfin, au moins ne sont pas auditionnés. Et ce serait peut-être un bon moyen aussi, parce que lorsqu'il y a ce genre de soucis, bien évidemment, ça peut être remonté au CSE. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir accès au PV du CSE, au moins entendre ces élus qui ont des choses à dire. Alors, évidemment, tous les établissements ne sont pas dotés de CSE, hein, ça je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est peut-être aussi une piste à explorer. Vous allez peut-être dire que j'insiste, mais vraiment, le vade-mecum est indispensable pour regrouper toutes ces fiches, article 40, lanceur d'alerte, etc. Il faut que vraiment les enseignants soient équipés, parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. Et si on veut vraiment mettre un terme à toutes ces violences, il faut passer par ça.
Alors, pour répondre à vos différentes questions, Monsieur Vanier, d'abord, sur la problématique concernant la sécurité, les élèves, le personnel. Donc, effectivement, j'ai entendu dire que tout devait se faire sous couvert du chef d'établissement, mais déjà, il faut bien comprendre que sous couvert, ça ne veut pas dire avec l'accord. Il faut que les choses soient claires. Sous couvert, ça veut dire qu'il doit être informé, mais aucune disposition légale n'oblige à l'informer. Donc, s'il y a des situations d'urgence, elles peuvent tout à fait être traitées sans le couvert du chef d'établissement. Donc, ça, c'est une première chose à signaler. Ensuite, je vais aussi effectivement aller dans le sens d'une collègue qui a attiré l'attention sur le fait qu'il ne faut pas généraliser et que malheureusement les problématiques de violence, on les a aussi bien dans les établissements publics, dans les établissements privés sous contrat, dans la vie quotidienne, dans les familles, dans la rue, etc. Donc c'est un phénomène de société. Et là, je reviens sur la prévention, qui est un élément essentiel. Ensuite, sur le fait que dans certaines situations, il y a, lorsqu'il y a des alertes qui sont lancées à la direction diocésaine ou à la présidence de l'OGEC, des organismes de gestion, que ces alertes ne soient pas prises en compte et qu'on ait le réflexe de protéger le chef d'établissement, ça, c'est un réflexe qui devrait disparaître. Et j'insiste sur dans certains cas, dans quelques cas, ça existe. Donc, ce problème, d'ailleurs, nous le rencontrons actuellement dans un établissement. Mais et ensuite, concernant les maîtres délégués, eh bien, forcément, les maîtres délégués, ils sont en position de fragilité et de précarité. Donc, pour s'exprimer, ils tiennent à leur poste et à retrouver un emploi d'une année sur l'autre. Donc, pour améliorer, on va dire, leur situation, il faudrait trouver des solutions pour les tirer un peu de cette instabilité, de la précarité, parce qu'ils sont choisis par les chefs d'établissement. Donc si le chef d'établissement décide qu'il n'en veut plus, eh bien, malheureusement, il va avoir du mal, enfin, il va devoir rechercher un travail ailleurs. Et puis, dans certains cas, ceux qui sont en CDI, s'ils ne retrouvent pas un poste à la rentrée suivante, on met fin à leur contrat. Donc c'est vrai qu'ils sont en situation d'extrême fragilité. Et il faudrait peut-être une évolution d'un dispositif législatif qui permette à un moment donné de leur carrière, lorsqu'ils ont fait leurs preuves, peut-être au bout de 2 inspections par exemple, de penser à les titulariser d'une manière ou d'une autre. Puisqu'il y a des déficits au concours, de participation au concours, et donc des déficits de poste. Donc pourquoi ne pas réfléchir à une titularisation des maîtres délégués au bout de 6 ans, plutôt que de les placer en CDI, ou, alors ça c'est aux législateurs, au ministère d'y réfléchir, mais il y a un moment donné, il y avait une sorte de sapinisation, il me semble, pour les maîtres délégués, qui permettait de les titulariser sur dossier, sur inspection, voilà. Telles seraient les réflexions du SPELC. Merci, monsieur. Nous finissons donc avec la CGT. Alors, au niveau des chefs d'établissement, au niveau du sondage qu'on a passé, du questionnaire auprès des collègues, dans l'espace un peu de parole libre qu'on leur a laissé, quand on parle de violence, les collègues parlent beaucoup aussi de celles qu'ils subissent. Et quand on leur demande de qui avez-vous besoin d'être protégé si vous dénoncez des violences sur les élèves, ils nous disent que c'est des chefs d'établissement, 36%.
Donc on se dit, si l'enseignement catholique n'est pas capable de gérer ces violences sur les personnels, est-ce qu'il va l'être quand cela concerne les élèves? On voulait aussi dire que notre employeur, le rectorat, se dédouane beaucoup de ces questions de violence sur les personnels, rapportant cela au fait que les chefs d'établissement sont des personnels de droit privé, donc des salariés OGEC. Ils ont cette double casquette, ils sont à la fois enseignants et personnels de droit privé, alors qu'ils sont quand même sous autorité académique. Et pour l'anecdote, dans notre académie, dans une situation de violence sur des personnels, c'est le rectorat qui nous a dit de contacter la presse. Donc voilà où on en est quand on essaye de dénoncer des violences. Pour compléter, vous parliez tout à l'heure de l'article 40. Selon notre questionnaire, l'article 40 est connu par 8% des personnels seulement. Quand on parle de signalement au procureur, il voit un peu plus, mais article 40, pas du tout. Est-ce que c'est marqué dans la formation initiale? Non. En tout cas, pas à ma connaissance, et je crois que je ne me trompe pas. Hein, non, c'est ça. L'histoire de la présomption d'innocence, elle a bon dos. Elle est très, très souvent mise en avant. Mais ton collègue, quand même, tu ne peux pas dire ça de lui. Nous, on oppose automatiquement la présomption de sincérité. C'est quelque chose sur lequel on doit être formé aussi. Je te crois, etc. Alors peut-être, ça arrive parfois qu'une élève ou un élève accuse un enseignant ou un personnel et qu'en vérité, mais généralement, ça cache quelque chose d'autre et c'est peut-être des violences intrafamiliales en fait. On n'accuse jamais quelqu'un gratuitement. Enfin, c'est pas ça c'est dans l'imaginaire du monde patriarcal. Ça, en vérité, vu tout ce qu'on prend dans la figure après, c'est pas le cas. Autre élément, protéger les précaires. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue du SPELC. Pour protéger les précaires, le meilleur moyen, c'est d'arrêter la précarité, tout simplement. Et arrêter la précarité, ça vaut pour les maîtres délégués et ça vaut aussi pour les salariés de droit privé. Il y a vraiment beaucoup de pressions qui sont faites. Et puis enfin, dernier élément sur lequel vous nous avez interrogé, mes collègues en ont beaucoup parlé, c'est les histoires de procédures. Il faudrait des procédures. Tout à fait d'accord. Mais il faut que ce ne soit pas des procédures qui soient dans chaque établissement des procédures différentes avec des modalités différentes. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de généralisé à l'ensemble des territoires, privés et publics. Bien, nous vous remercions. Vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y, Madame Bouchou. Oui, je voulais juste rebondir sur votre étonnement entre le discours des chefs d'établissement que vous avez entendu avant nous et le nôtre. Je pense qu'il serait bon à un moment qu'on sorte des postures. Je pense qu'ici, personne n'est dans la posture. On a tous prêté serment. Bien évidemment qu'on n'a pas la même vision des choses. Je l'entends. On est bien conscient aussi qu'on ne peut pas généraliser les faits de violence dans tous les établissements. En revanche, nous avons une pratique de terrain pour certains depuis de nombreuses années. Nous évoluons dans différentes instances de l'enseignement catholique, du rectorat ou du ministère. Il serait quand même assez dangereux de notre part de vous affirmer ici que des faits de violence sont étouffés, minimisés et l'information retardée si la chose n'était pas vraie. Dernier point, je pense que ce fameux principe de subsidiarité dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je dénonce à bien des égards, non pas parce qu'il existe, mais pour ce qu'il en est fait, aurait le mérite quand même d'être levé ou modulé de manière à ce que les chefs d'établissement ne se prennent pas pour des chefs d'entreprise qu'ils ne sont pas, parce que des maîtres délégués, voire des maîtres titulaires, pensent qu'ils sont les salariés de l'établissement et qu'ils doivent tout au chef d'établissement qui est un salarié de droit privé. Et je pense que sur ce sujet-là, effectivement, si cette pression forte qui existe de ce fait était levée, peut-être que les maîtres parleraient plus librement. Si je peux me permettre juste à ajouter concernant les maîtres délégués, nous avons proposé à Madame Borne, lorsqu'elle nous a reçus en audience, que ces maîtres délégués soient validés par acquis d'expérience. C'était une de nos propositions. Donc, je vous la transmets également pour le SNEC. Très bien. Et si je peux me permettre de rajouter un dernier point sur les maîtres délégués, il y a un trop grand différentiel d'un rectorat à l'autre. Une des questions qui se posent, c'est quel statut ils ont. Est-ce qu'ils sont gérés par le rectorat, avec un statut qui diffère complètement d'une académie à l'autre,
ou est-ce qu'on leur donne un vrai statut national, géré notamment par le ministère, avec des règles qui soient suffisamment claires pour tout le monde et qui s'appliquent de la même manière sur tout le territoire national. Bien. Et ce deuxième point nous semble important également. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous avons terminé donc cette audition. Je vous remercie d'être venu.